Martine Biron, Christian Dufour, Hélène Buzetti, bonsoir. 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 Un mot quand même, c'était le tour de Michael Kovrig aujourd'hui. Procès donc à Pékin, lui. Je vais vous faire entendre M. Trudeau qui dit s'appuyer sur les autres pays qui appuient le Canada dans cette bataille-là. On l'écoute. Nous allons continuer d'être fermes. On a vu à quel point des pays de partout dans le monde se sont joints à la préoccupation des Canadiens pour la santé des deux Michael et aussi pour les principes de règles de droit et les valeurs qui nous sont chères en tant que démocratie de processus judiciaires qui sont indépendants et rigoureux. On va continuer d'être très, très clair que cette détention arbitraire est inacceptable. Nous allons continuer d'exiger leur retour. Hélène, je commence avec vous. On a l'impression qu'à moins que les Américains décident de laisser faire leur demande d'extradition, donc à moins qu'ils décident de libérer Meng Wanzhou, on voit mal l'issue de ça, en tout cas une issue facile pour les deux Canadiens. Bien, clairement, le Canada semble être un peu à la remorque de ce que font les États-Unis et ce discours un peu plus musclé qu'on semble entendre émaner d'Ottawa semble être à l'image du fait que il y a un nouvel occupant à Washington, de la Maison-Blanche. M. Biden semble prendre plus à cœur cette cause des deux Michael. Et donc, on sent que le Canada a un peu plus de confiance dans ce dossier-là. Mais clairement, c'est quelque chose qui va se faire collectivement. Le Canada ne veut pas être seul au front dans cette bataille. Christian Dufour, peut-être la relation avec la Chine dans les prochaines années, ça va être le gros sujet. Je ne parle pas que du Canada, mais l'Occident face à la Chine. Là, on est en plein dedans, nous, le Canada, là. Oui, clairement, parce que la Chine n'a pas de tradition diplomatique sur le plan international. Traditionnellement, la Chine était dans son univers, elle se considérait comme le centre du monde. La Chine ne comprend que les rapports de force. Donc, à ce moment-là, lorsque c'est simplement un duel entre le Canada et la Chine, on ne peut que perdre. Donc, il y a des développements intéressants quand même dans ce dossier-là, dans la mesure où là, c'est Joe Biden qui est aux États-Unis, c'est censé être l'allié du Canada. Puis je pense qu'il en doit une au Canada dans ce dossier-là, parce qu'il faut quand même le rappeler, là, c'est qu'on était un peu le dindon de la farce là-dedans. Là. On a fait le jeu de Trump dans le dossier au sujet de l'Iran, puis il y a deux Canadiens qui sont menacés de sanctions épouvantables à cause de ça. Puis aussi, la communauté internationale réagit, entre autres, au dossier des Ouïghours, qui est une calamité absolue. J'entendais M. Legault tantôt, pas M. Legault, M. Trudeau tantôt rappeler la règle de droit. Je trouve qu'on n'est pas dans la règle de droit, on est dans le refus de la barbarie. C'est beaucoup plus fondamental que ça. Et dans ce sens-là, pour revenir à votre question de base, je trouve que c'est un fiasco pour la Chine sur le plan international parce que là, la Chine montre un côté d'elle qui est tellement barbare, j'ai pas peur d'utiliser ce mot-là, on est en face d'otages, qu'à ce moment-là, ils vont être obligés, en fait, d'assumer le fait que c'est pas juste le Canada, là, c'est pas juste les États-Unis, c'est toute la communauté internationale qui dit là, ça va faire, surtout que c'est quand même la nouvelle puissance qui monte. On n'a pas d'autre choix que d'essayer de les influencer, puis je dirais pas de les mettre au pas, là, mais de leur faire comprendre que ça marche pas comme ça. C'est ça, mais on est tous en train d'acheter quand même, puis les rapports économiques restent là. Martine, mais Christian le soulignait, la présence de Biden, qui connaît bien Xi Jinping en passant, la présence de Biden et que peut-être lui va mettre les mots et le poids qu'il faut, donne de l'oxygène un peu à M. Trudeau. Oui, sans répéter ce que disent les collègues, il reste on a l'impression qu'il y a peut-être un momentum. Là. Premièrement, le gouvernement, en fait, le Canada a été seul, pris en sandwich entre la Chine et Donald Trump. Mais là, aujourd'hui, on sent qu'il s'équipe, qu'il y a un peu plus de monde derrière le Canada et qu'effectivement, le fait que M. Biden soit là depuis quelques mois, on sentait d'ailleurs dans l'entrevue que M. Garneau vous a donnée, le ministre Garneau vous a donnée, qu'il y avait quand même, les canaux étaient ouverts, là. Il y avait une discussion. Alors, il y a peut-être un moment. Là. OK. Écoutez ça. C'est la bonne entente. On voit Jean-François Lépine qui était à Pékin. Je change de sujet. Donc, bonne entente entre M. Legault et Trudeau. François, on ne s'était pas vu en personne depuis quasiment un an. Et là, ça fait 2 lundis de suite qu'on se retrouve pour des belles annonces. Je t'avoue que ça va très bien, le partenariat qu'on a ensemble. Je suis très content de commencer la semaine pour une deuxième fois avec le premier ministre du Canada. C'est rendu qu'on s'appelle François Justin. Hélène Buzetti, bon, le courant passe, et là, le courant, c'est le cas de le dire, parce qu'une annonce sur l'Internet haute vitesse,
un enjeu extrêmement important dans la vie des gens en région. Ah oui, absolument. Puis nous qui vivons dans des grands centres, ne comprenons pas nécessairement l'ampleur du problème. Mais cette annonce-là, aujourd'hui, la bonne humeur, elle était réelle, elle était sincère parce que voici deux intérêts, ceux de M. Legault et de M. Legault, qui concordent absolument parfaitement. D'abord, Ottawa avait déjà mis de l'argent de côté pour brancher tout le monde à haute vitesse, à peu près 1,75 milliard de dollars. Et là, le Québec lui fait une fleur, en quelque sorte, en arrivant avec un projet clé en main. Pas besoin de négocier, tout est déjà fait. Ottawa, vous avez juste à nous faire le chèque. On me dit à Ottawa qu'on a trouvé un petit peu le montant élevé quand même. La part, c'est d'à peu près 420 millions, mais on se dit, mais mon Dieu, on réglerait le problème. Plaisir, là. Ben non. Alors, on est très content de ce côté-là. Mais aussi, deuxième affaire, il faut quand même le dire, en région, c'est là où les libéraux veulent faire des gains électoraux. Alors, ça arrive franchement à un bon moment. Oui, oui. Martine, voilà, une bonne annonce, bonne humeur pour un objectif noble et payant électoralement aussi. Oui, bien, M. Legault n'avait pas vraiment le choix de réussir parce que c'est là où il est, en région, c'est là où il y a ses électeurs. Il y a des poches de gens là, qui ne sont pas branchés à peu près partout au Québec. Et ça demandait énormément de volonté politique pour réussir ça, parce que on l'a vu, l'entente est avec 6 compagnies entreprises de télécommunications, avec des présidents coriaces. Là. Il fallait négocier avec Pierre-Carl Péladeau, il fallait négocier avec le président de Bell, Mirko Bibic, il fallait négocier avec le président de TELUS, M. Darren Entwistle. C'était compliqué et c'était un ministre délégué qui avait le dossier et on s'est rendu compte que ça ne fonctionnerait pas. Alors, M. Legault est obligé de s'impliquer il a pris personnellement. Très bien. Et honnêtement, quand tu ouvres ton portefeuille, tout est faisable parce que, comme le disait Hélène, ça coûte cher, là, et on frôle le milliard de dollars. C'est énormément d'argent. Un petit mot là-dessus, Christian. Oui, cette idylle-là, en fait, entre François et Justin, c'est pas une bonne nouvelle pour Erin O'Toole. On va peut-être en parler tantôt. On va arriver là tout à l'heure. Avec la pandémie, Internet est plus nécessaire que jamais. Puis j'étais content parce que M. Legault a fait référence, puis vous aussi, Patrice, à une analogie avec l'électricité. Puis en m'en venant à Radio-Canada, je pensais, moi, à Maurice Duplessis, puis l'Office de l'électrification rurale. Quand j'étais jeune, moi, parce que j'ai un âge certain, j'ai pas connu ça, là, mais on nous disait, un des succès objectifs de Duplessis, ça a été l'électrification rurale. En 1945, il avait créé un office, puis il avait réussi ça. M. Legault ne va peut-être pas qu'on le compare à Maurice Duplessis, mais ça avait été vraiment un enjeu électoral très, très important dans l'histoire du Québec devant la Révolution tranquille. Puis c'est vrai qu'une analogie, ça ressemble quelque part. Très bien. Alors, écoutez le prochain extrait. On parle du professeur Attaran de l'Université d'Ottawa qui compare le Québec à l'Alabama. Bon, je ne reviendrai pas sur tout ce qu'il a dit. Disons qu'il n'aime pas beaucoup le Québec, puis il le fait savoir dans ses tweets. Et là, écoutez ça. En tant que Québécois, je suis toujours désolé quand des gens essayent de faire propager des déclarations chocs pour irriter, pour avoir un peu de publicité. On va toujours être là pour défendre la liberté d'expression, mais je pense que ça va faire le Québec bashing. J'ai été déçu, effectivement, de voir que le recteur de l'Université d'Ottawa n'a pas condamné les propos de son prof. Et c'est inacceptable. Alors, je commence avec vous, Christian, qui connaissez le monde universitaire aussi. Est-ce que le recteur de l'Université d'Ottawa aurait dû sanctionner, faire quelque chose contre ce prof? Rappelons que c'est un souverainiste. Il a été président de la Commission des droits de la personne du Québec. Puis il y a une limite aux 2 poids, 2 mesures. Parce qu'il dirige une université, en fait, où on a su que dans les cours, la liberté d'expression était menacée. Et là, maintenant, il fait des leçons sur la liberté d'expression à Paul Saint-Pierre Plamondon en disant qu'on ne peut pas faire ce genre de distinction-là. Donc, pour répondre à votre question, c'est clair que c'était son devoir de le dénoncer, de dire que c'est totalement inacceptable. En fait, ce genre de déclaration, même si moi, la liberté d'expression, c'est important, puis je ne veux pas qu'on empêche de les faire. Et aussi, la déclaration de M. Trudeau sur le Québec bashing, franchement, c'est une fois n'est pas coutume. Moi, j'étais content. Ça sent peut-être un peu les élections, hein, parce qu'on sent qu'il faut qu'il s'occupe du Québec un peu plus. Parce que d'habitude, je vais finir là-dessus, le Canada est disposé à reconnaître toutes les différences identitaires de la galaxie, mais à l'égard du Québec, il y a un problème. Et puis, par moment, on a l'impression que le Québec bashing, c'est comme accepté dans le reste du Canada. Donc chapeau pour M. Trudeau de l'avoir dénoncé cette fois. Hélène, sortie de M. Trudeau, qui est à Trois-Rivières, qui
Est-ce que lui est convaincu qu'il y aura une élection? Je ne le sais pas, mais son ton, du début à la fin de la conférence de presse, c'est un ton de M. Trudeau qu'on retrouve plus souvent en campagne. Un peu plus direct, un peu moins de flafla, là. Ah oui, absolument. Puis en fait, il a volé les mots de la bouche du Bloc québécois qui, à peu près au même moment, faisait une déclaration en Chambre pour parler de Québec bashing. Alors, il y a quand même c'est rare que M. Trudeau dit les mêmes choses que le Bloc québécois. Là. Alors, on sent là, on sentait qu'il y avait un terreau fertile. Moi, je suis assez d'accord avec ce que Christian disait. Vous savez, tant et aussi longtemps que M. Attaran traitait le premier ministre de suprémaciste blanc et qu'il distribuait les accusations de racisme à la volée, ça pouvait encore passer dans la mesure où ça se faisait en dehors des heures de classe. Mais il m'apparaît que M. Attaran a franchi une limite dans un de ses gazouillis sur Twitter quand il a écrit « Québécois, vous avez élu un gouvernement qui refuse de reconnaître le racisme systémique et c'est pour ça que je n'ai pas de respect pour vous, les Québécois. » Et là, il me semble avoir franchi la limite reconnue dans le code criminel là, de la haine, l'incitation à la haine envers un groupe identifié. Là. On n'est plus seulement dans des opinions, on fait une généralisation complète à propos de quelques individus, un gouvernement qu'on n'aime pas, à propos de tout un peuple. Et là, il me semble qu'il a franchi la ligne et à cet égard, l'université ne devrait pas tolérer ça de la part d'un de ses professeurs, là, parce que ça relève en tout cas de quelque chose qui se trouve dans le code criminel, à mon avis. Rapidement, conclusion sur ce sujet-là. Je vais parler de M. O'Toole après en conclusion. Martine, communion d'esprit, là encore, entre M. Trudeau et M. Legault aujourd'hui. Mais quand même deux angles. Hein? M. Legault s'en est pris à M. Frémont, là, qui quand même cultive l'art de s'asseoir entre deux chaises et de ne pas prendre position. Et d'ailleurs, la professeure lieutenant Duval a mis sur sa page Facebook il y a à peine une heure une déclaration en disant ça n'a pas de bon sens. Moi, j'étais à l'intérieur de mon cours quand j'ai parlé du mot en haine et j'ai eu des sanctions. Et lui, il dit n'importe quoi sur Twitter, puis il n'y a aucune sanction. Monsieur Trudeau, je pense, ne pouvait pas perdre en disant ça parce qu'il n'était pas dans dans la déclaration politique par opposition, là, fédéraliste, souverainiste ou français-anglais, le pipeline d'énergie S ou la péréquation. Alors là, il était vraiment face à des déclarations qui n'avaient pas d'allure. Puis Attaran exagère tellement que c'est facile, tout le monde. Je veux dire, qui peut être d'accord avec ce genre d'emportement? C'est du délire, en fait. Bon, voilà. Pauvre M. O'Toole. Moi, j'avoue, je me suis fait penser à Christian en fin de semaine. J'ai eu une pensée triste, presque, en disant il essaie de moderniser un peu son parti et voici que les militants rejettent une motion pour reconnaître les changements climatiques. Je vais commencer avec vous, Hélène. C'est quand même une gifle. Bon, très bien. Lui, il dit ça ne changera pas, j'aurai un programme, mais quand même. Ah oui, totalement. Et c'est un camouflet total. Et puis, les libéraux doivent tellement se frotter les mains en ce moment parce qu'ils pourront brandir ce vote-là. Quand même, c'est 54 des militants qui ont refusé de reconnaître que les changements climatiques sont réels. Je pense franchement que M. O'Toole va passer outre, va présenter le plan qu'il avait en tête parce que il faut garder à l'esprit que les militants conservateurs ne sont pas le reflet de l'électorat au complet. Mais quand même, ça va lui faire mal. Et il y a aussi une autre petite phrase que M. O'Toole a dit dans son discours de vendredi soir lorsqu'il a dit quelque chose comme aussi important que soient les changements climatiques, remettre l'économie sur les rails est encore plus important. Et donc, il a créé une hiérarchie entre ces deux objectifs, alors que du côté libéral, on n'arrête pas de nous dire que environnement et économie vont de pair. Donc, le décor, en tout cas, le discours est bien planté pour la campagne. Oui, c'est ça. Christian. Oui, alors vraiment, c'est un désastre pour M. O'Toole et c'est d'autant plus regrettable pour lui que pour le reste, sa prestation était quand même assez réussie. En fait, ce qui est vraiment tannant, c'est que c'est comme un désaveu
c'est son autorité à un certain niveau comme chef qui est remise en question, alors qu'on s'attend de plus en plus à une campagne électorale. Donc, ma sympathie, moi, j'ai toujours eu une certaine sympathie pour lui sans le connaître à ce point-là. Je trouvais qu'il avait l'air d'un modéré, mais là, c'est comme si, justement, il a l'air trop d'un modéré. Et son projet de recentrer le Parti conservateur, au niveau symbolique, il y a eu un échec éclatant en fin de semaine. Et Martine, les passages tout en douceur et les échanges de mots doux entre M. Legault et M. Trudeau, ça ne va pas le réjouir non plus, parce qu'il comptait peut-être sur la colère de M. Legault vis-à-vis les libéraux fédéraux pour faire avancer ses pions au Québec. Bien, je pense que M. Legault a un meilleur flair politique que M. O'Toole. Je pense qu'il a compris assez vite là, que ça serait assez difficile. Il a commencé son congrès quand même affaibli. Généralement, un congrès, là, surtout que nous, on en a connu ici des houleux là, au Parti québécois où c'était pas toujours facile de faire rouler la balle dans le sens où le chef le voulait. Mais généralement, tu organises ça comme du papier à musique. Il y a des fausses notes ici et là. Que la proposition soit venue du Québec, déjà, ça, c'est étonnant. Il aurait fallu qu'elle vienne de l'Ouest pour être capable de l'attacher correctement. Et même dans les années où moi, j'étais dans l'Ouest, je me souviens de Ralph Klein, décédé aujourd'hui, qui a fait la guerre à l'accord de Kyoto, qui avait quand même appuyé un manuel du changement climatique. Ben alors, oui, il y avait ben, quand bien même... dit. Beau rappel. C'est terminé. C'est un beau rappel. Vraiment, ils pouvaient voter pour ça sans non plus adopter le programme du Parti vert. Là. On s'entend. Voilà. Merci beaucoup à vous trois. Au revoir. Bye bye. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.